Bonjour à tous, voilà, je fais cette troisième vidéo, donc comme je vous avais dit, pour vous parler du grand équilibre universel. Donc voilà, je vais essayer j'ai à peu près 10 minutes pour vous montrer ce qu'est le grand équilibre universel. Euh, alors il y a un film que j'aime bien, c'est Blade Runner. Alors c'est pas Blade Runner qui m'a soufflé à l'oreille, qu'est-ce qu'était le grand équilibre universel. D'ailleurs, quand j'ai regardé Blade Runner la première fois, j'ai entendu cette phrase, j'ai entendu ce truc que j'ai trouvé très très bien, mais j'ai pas du tout. Pour moi, c'était un des nombreux éléments qui m'ont permis, mis bout à bout, de comprendre ce qu'était de me rendre compte qu'il y avait ce phénomène au sein du cosmos que j'ai appelé, parce qu'il faut bien donner un nom aux choses, le grand équilibre universel, ou tout simplement l'équilibre universel. Moi je dis grand parce que je suis impressionné par ce truc. Donc en fait dans Blade Runner, à un moment donné, il dit, voilà, le créateur du répliquant, il lui dit, en gros, sois pas déçu de ce que tu es. C'est normal que ta vie s'arrête rapidement parce que tu es similaire à une étoile. Plus elle brille, si elle brille 6 fois plus que les autres, ben forcément elle va s'éteindre 6 fois plus vite. Et eh bien, le grand équilibre universel ne se résume pas qu'à ça, mais on peut dire que ça en fait partie. Ça en fait partie, ce processus, effectivement, il est un peu, il est similaire à ça. Moi, là, je vais citer un autre exemple et je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens. Et c'est pas du tout, je veux pas du tout vexer les gens, hein. Vraiment, j'espère que ce sera peut-être le cas. En tout cas, c'est pas le but. Mais je sais que par exemple, les blondes qui sont souvent très jolies quand elles sont jeunes, elles sont magnifiques et tout. Et bah, arrivée à la cinquantaine, elles le payent. Il y a des rides, j'ai remarqué, voilà, contrairement à des femmes à des femmes qui sont par exemple africaines, d'Afrique noire ou des femmes asiatiques, qui ont, on va dire, une beauté qui est linéaire sur tout au long de leur existence, qui va être plus ou moins pareil. Bon, à un moment donné, tout le monde vieillit, hein. Le coup près il tombe et c'est terminé. Mais disons que sur une plus grande période, on va dire que c'est linéaire, alors que j'ai remarqué que les blondes sont très jolies. Et puis à un moment donné, vers 40 ans, bah, ça se dégrade, quoi. Vers 45 ans, ça se dégrade très rapidement. Et donc j'ai remarqué que c'est similaire un peu à cette histoire d'étoiles. Et donc le grand équilibre universel, en fait, pourquoi je vous dis cet exemple-là? Parce qu'en fait, il est palpable partout. Partout, en toute chose, en fait. En toute chose. Par exemple, quelqu'un qui est petit, enfin en tout cas qui fait entre 1m70 et 1m80, donc je dirais dans les 1m75, il a plus de chances de devenir centenaire. Vous remarquerez que les gens qui vivent centenaire, en général, ne font pas 1m80, ils ne font pas non plus 1m70. C'est des gens qui ont un équilibre. C'est un équilibre. Pareil au niveau du poids, ils sont pas super musclés non plus. Donc voilà, il y a quelque chose. Euh, Par exemple, quelqu'un qui est trop musclé, hein, qui a des muscles énormes, on sait que ça va tirer sur le cœur, parce que le cœur, lui, en contrepartie, ne va pas grossir, et il doit irriguer le sang dans toute cette masse, et ça va le fatiguer. Et donc, eh ben, c'est comme l'histoire de la blonde. Ce corps magnifique que vous avez est très impressionnant. Finalement, vous allez être moins endurant, et moins endurant, pas que au niveau de la course à pied, parce qu'il faut le porter tout ça, hein. Mais vous allez être moins endurant aussi au niveau de la longévité. C'est pareil pour les grands. Les grands ont beaucoup d'avantages, mais en contrepartie, ils ont beaucoup d'inconvénients. Vous pouvez le voir aussi l'exemple avec du sable. Le sable, il est doux. Le sable fin est très doux. Il épouse la forme du corps quand on s'assoit dedans et tout. C'est très agréable. Sous cet état, il est super. Moi, je l'aime bien. Et quand on le fait chauffer, quand on le fait cuire, ça fait du verre. Et le verre, bah, c'est tout l'opposé du sable. Une fois que c'est cassé, c'est figé déjà. Puis une fois que c'est cassé, c'est hyper dangereux. Ça peut tuer. Alors je dis pas que le sable peut pas tuer, hein. Si vous en mangez, vous en mangez 2 kilos, même 1 kilo, vous allez voir, hein. Mais disons que voilà. Ce que j'essaie de vous faire comprendre,
c'est que l'équilibre universel, à chaque fois que vous allez gagner d'un côté, et ben vous reperdez de l'autre, systématiquement. Tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et je vous invite à le constater par vous-même. Alors, il y a par exemple un exemple que j'aime bien aussi, que j'affectionne vraiment très particulièrement, mais encore plus que les autres. C'est un exemple que j'affectionne plus que les autres encore. C'est, par exemple, prenez un exemple, un chasseur il y a 4000 ans. Donc, un chasseur en Europe. Donc, il est en Pologne ou en France, dans le nord de la France, j'en sais rien. Et le froid arrive, il s'installe. Et mais avant que l'hiver arrive complètement, il y a l'automne, et en automne, il y a les fruits à coque. Donc, cet équilibre s'installe, comme je vous disais, il est omniprésent. Et cet équilibre ne vous laisse pas sans défense. Et donc, avant l'hiver, il y a les fruits à coque. Ce chasseur et sa famille, et son clan, vont pouvoir collecter des noix, des noisettes ou des amandes, les stocker, faire ce qu'on appelle un stock sec. Et ce qui est formidable, est-ce que ça serait que le fruit du hasard, ces coques supportent très bien la chaleur, elles supportent aussi très bien le froid. Et on peut les conserver tout un hiver sans aucun problème. Euh, voilà, ça c'est un fait. Est-ce que c'est qu'une coïncidence? Peut-être. En tout cas, en hiver, le sol est mou, il est détrempé, donc les animaux ont plus de mal à se déplacer, en plus ils laissent des traces. Comme ils sont plus lourds parce qu'ils sont ils ont accumulé des graisses durant tout l'été, ils s'enfoncent plus facilement dans le sol, ils laissent donc des traces beaucoup plus marquées, beaucoup plus profondes, et ils se déplacent moins facilement, ils sont moins sveltes. Donc le chasseur peut les attraper plus facilement. La forêt, en fait, le végétal a perdu, en fait, les arbres ont perdu leur manteau végétal. Donc en fait, là où on ne voyait pas à plus de 20 mètres en été, en hiver, vous allez pouvoir voir jusqu'à 200 mètres. Donc vous allez pouvoir remarquer la présence d'un mammifère qui va bouger, même très peu, vous allez pouvoir le voir même des fois à 200 mètres. Et donc voilà ce que je vous invite à faire en vous disant tout ça, c'est à faire les constats ensuite par vous-même. Vous verrez que voilà, un éléphant est balèze, mais en contrepartie, voilà, il se fait attaquer par personne, mais en contrepartie, euh, il y perd, il y perd. Tout ce qu'il a gagné d'un côté, il l'a reperdu de l'autre, sûr et certain. Et vous voyez par exemple encore un exemple concret, on sait qu'aujourd'hui les oiseaux ce sont des descendants de dinosaures, certainement une branche des raptors et des tyrannosaures. En fait, je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, moi c'est ce qui me semble le plus logique. Puis c'est ce que j'ai lu aussi, c'est ce que, enfin, d'après les chercheurs, c'est ce qui serait le plus logique. C'est qu'en fait les oiseaux qu'on est aujourd'hui, c'est des descendants de raptors de dinosaures qui se déplaçaient sur deux pattes à l'époque déjà. Et donc, eh bien, on voit que ces dinosaures, ces oiseaux ont troqué, ces dinosaures, ils ont troqué leur masse et leurs besoins calorifiques contre finalement, ils ont troqué cette masse pour la rapidité, pour la vitesse de déplacement, et puis aussi pour le côté pratique. Un oiseau, vous voyez, hein, c'est quand même. Je pense que la vie d'un oiseau, elle est quand même plus intéressante et plus facile à gérer que celle que fut celle d'un dinosaure. Enfin, en tout cas, il me semble. Un oiseau, si à l'endroit où il est, si ça lui plaît plus, voilà, il s'envole et puis en l'espace d'une heure, il est carrément à Orléans, le truc, hein, de Paris à Orléans. Je pense qu'un oiseau il est capable de le faire en 2 heures, quoi, sans trop se fatiguer. Donc voilà, c'est ça l'équilibre universel, c'est qu'à chaque fois que vous gagnez d'un côté, vous allez reperdre systématiquement de l'autre. Alors des exemples, j'en avais plein. Ouais, j'ai même pas travaillé avant de faire la vidéo. Je pensais que ça allait me revenir comme ça, mais j'en ai plein des exemples. Et moi, pourquoi je vous en parle de l'équilibre universel? Parce que bon, déjà j'avais envie d'échanger par rapport à ça. Et ça, comment expliquer ça, c'est directement lié au projet Veine du désert, l'équilibre universel. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous ai expliqué, hein, vous avez bien compris que moi j'y crois dur comme fer. Forcément, à chaque fois qu'on a gagné d'un côté, on a reperdu de l'autre. Donc si vous gagnez un peu, vous reperdez qu'un peu.
Si vous gagnez beaucoup, vous perdez beaucoup. Si vous gagnez énormément, vous perdez énormément. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que le genre humain a gagné tellement avec ces histoires de moteurs, de robots, enfin voilà, avec toute cette technologie utilisée à mauvais escient, et n'est pas utilisée avec parcimonie, selon le besoin le plus strict nécessaire, quoi, hein, vraiment, eh bien, comme on a trop gagné d'un côté, eh bien, on a perdu l'équivalent de l'autre côté. Donc en fait, ça serait un peu comme, vous dire, on a creusé trop sous des fondations, on a creusé trop profondément sous des fondations, et du coup, ça sera pas sans conséquence sur l'édifice en lui-même. Il va y avoir un problème structurel. Et on a commencé à voir des fissures apparaître sur l'édifice. Et ces petites fissures qu'on a vues apparaître vont bientôt donner lieu à l'effondrement de l'édifice. Et c'est ça j'essaie de faire une mise en garde par rapport à ça. C'est pas seulement une image, le grand équilibre universel, c'est pour moi une réalité. Et c'est pour ça que je vous invite à faire le constat par vous-même et à voir des choses que moi je n'ai pas vues, aller explorer des zones où je ne suis pas allé, et faites le constat par vous-même et vous verrez que cette force existe, elle est omniprésente dans l'univers. Et vous verrez que c'est même philosophique des fois. Je n'ai pas envie de mêler le métaphysique au projet Veine du désert, d'accord, parce que le projet Veine du désert ne peut pas être assimilé à quelque chose de métaphysique ou d'ésotérique. En contrepartie, l'équilibre universel, lui, est une réalité physique, c'est une réalité tout court. Et elle est valable absolument tout, pour tout, pour absolument tout. À chaque fois que vous gagnez quelque chose, vous reperdez l'équivalent de l'autre côté. C'est dingue, je vous assure, c'est fou. Et moi, c'est quelque chose que j'observe depuis 25 ans maintenant, même un peu plus. Mais je vous invite à le constater par vous-même. Et enfin voilà. Et c'est pour ça que je suis, au-delà de ce qu'on peut voir de ses yeux, et de ce qu'on peut toucher avec ses mains aujourd'hui, qui nous donne la garantie qu'on va droit dans le mur et que l'humain détruit le monde, si on s'en suit à cette règle de l'équilibre universel, alors on n'a même pas besoin de le voir ni de le sentir, on le sait simplement que ça va arriver, tout simplement. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Donc toujours pareil, hein, l'idée aussi c'est d'influencer les gens à aller dans ce sens. Moi ce que je veux, c'est pas être, comme je vous ai dit encore la dernière fois, je veux pas, je veux fonder un groupe de réflexion, d'abord une équipe, pour ensuite une communauté. On peut être une communauté dès le départ, hein. Une équipe, c'est aussi une communauté, hein. C'est un noyau, hein. Mais voilà, moi, ce qui serait bien, c'est qu'on soit plusieurs à développer toutes ces réflexions, que je ne reste pas seul. Et donc sur la prochaine vidéo, j'en ai fini avec celle-ci. Sur la prochaine vidéo, je vais parler de l'urbanisation de la France, l'urbanisme en France et l'urbanisation en France. Vous savez qu'en France aujourd'hui, on continue à délivrer les localités, les communes délivrent des permis de construire, alors que les villes sont déjà saturées. Et ça, moi j'ai envie de faire une vidéo là-dessus et tout ce qui en découle, et qui est en rapport bien entendu avec l'écologie et le projet Veine du désert. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Voilà, et par la suite je vais essayer d'être de plus en plus attractif pour pouvoir justement fédérer les gens plus forts, toujours plus forts et fédérer surtout plus de gens, tout simplement. À bientôt.